et nous appelons le docteur Pierre-Louis Laget. Tout le monde va être ravi, et les psychiatres en particulier, d'avoir cette mise au point intitulée « Les jardins hospitaliers comme agrément et outils ». Monsieur Laget étant lui-même chercheur en histoire du patrimoine et conservateur du patrimoine. Oui, comme vous allez le voir, je parlerai en fait très peu des jardins. Mon exposé pourrait s'intituler « Nature et agriculture thérapeutique », parce qu'en fait, dans les discours des hygiénistes, qui est en fait qui est mon sujet de réflexion, il n'est pratiquement jamais question des jardins. Le jardin est toujours un espace en creux qui se définit par rapport au bâtiment. Et toute la réflexion des hygiénistes, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, porte en fait sur comment construire un bâtiment pour que ces bâtiments puissent participer aux soins. Alors, je commence par le début. Je vous montre là ce qu'était un jardin dans un hôpital d'Ancien Régime, qui existe toujours. D'ailleurs, je l'ai visité il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est l'hôpital d'Alise-Sainte-Reine, lieu emblématique, puisque vous voyez, c'était cette petite ville bâtie en bordure d'un plateau était l'endroit où était le siège de l'ancienne ville d'Alésia, ou l'oppidum des personnages Dorix. Donc, il y a eu un hôpital qui avait une particularité, c'est qu'il a été bâti autour d'une source miraculeuse. Donc, c'était pour accueillir des pèlerins. Donc, vous voyez, vous pouvez voir sur ce jardin. Alors, dans les hôpitaux jusqu'au XVIIIe siècle, les jardins servaient, disons, à participer à l'alimentation de l'hôpital. Donc, c'était des potagers, des vergers, etc. Et il n'y avait pas tellement une vision d'agrément. Alors, par contre, à partir du XVIIIe siècle, on se soucie de construire les hôpitaux en dehors des villes. Pour deux raisons. Parce qu'évidemment, on s'est aperçu qu'il y avait un rapport entre les maladies qui sévissaient à l'hôpital et celles qui se répandaient en ville, et l'inverse. Donc c'est à la fois pour protéger les habitants des villes plus que pour soigner les malades qu'on a comme ça construit des hôpitaux hors dehors des villes. Alors bon, je vous en cite deux. Ça, c'est l'hôtel Dieu de Bernay, vous voyez, qui est bâti au début du XVIIIe siècle, même si l'une des ailes est du XIXe siècle. Vous voyez, qui est tout à fait en dehors de la ville. Donc, vous voyez, il surplombe la ville de Bernay, il est sur un coteau, il domine donc cette ville, donc il profite du bon air. Parce que le maître mot pour les hygiénistes très tôt, c'est faire profiter les malades du bon air et éviter que le mauvais air, donc les miasmes, se répandent en ville. Voilà un autre exemple aussi que j'ai trouvé dans la littérature, c'est l'hôpital de cette petite ville que je ne connais pas, contrairement à Bernay, qui est Bruyères, une petite ville des Vosges, où à peine une cinquantaine d'années après la construction d'un hôpital, la municipalité décide de le faire reconstruire en dehors du centre urbain pour justement faire profiter les malades du bon air. Alors tout change, si vous voulez, plutôt c'est pas tout change, mais la pensée hygiéniste vraiment gagne ses lettres de noblesse après le grand incendie de l'Hôtel-Dieu de Paris en 1772, qui détruit complètement l'Hôtel-Dieu. Pour la première fois, un incendie le détruisait complètement. Et à la suite de ça, pendant à peu près 20 ans, des architectes, des pharmaciens, des ingénieurs, français, voire même étrangers, réfléchissent comment reconstruire l'Hôtel-Dieu de Paris. Et finalement, le chirurgien Tenon et l'architecte Poyet, après un voyage en Angleterre, prennent comme modèle l'Hôtel-Dieu de Plymouth et définissent ce qui est l'hôpital pavillonnaire. Et en fait, c'est le cadre qui va être, disons, qui va donner naissance à tous les hôpitaux, quasiment du monde entier, pendant à peu près 150 ans. Alors vous voyez, donc, c'est un hôpital, ce qu'on appelle en double peigne. Vous avez des pavillons des deux côtés d'une grande cour. Et quand je disais que les espaces se divisent en creux, c'est que ce qui est important, c'est pas le contenu des jardins, c'est pas le fait qu'il y ait des arbres ou pas, ou certaines espèces particulières donc cultivées, c'est les espaces entre les pavillons définissent la taille des jardins, en fait. Et tout dépend de la hauteur des pavillons qui, en général, ne dépassent pas de 2 étages, d'après les préceptes donc, du chirurgien Tenon. Alors,
assez curieusement, la première réalisation qui procède donc de Tenon et de l'Académie des sciences, puisque c'est dans les mémoires de l'Académie des sciences que Tenon et Poyet publient donc leur plan. C'est pas dans un hôpital, mais dans un hospice, qui prouve finalement une certaine plasticité du système. Mais il est vrai que l'hospice que je vous montre, qui existe toujours, qui est l'hospice de la Reconnaissance à Garches, était un hospice qui était fondé par un certain Brézin, qui avait fait sa fortune dans la fabrique de canons sous Napoléon, et donc qui avait légué une très très grosse somme à la commission des hospices de Paris, et qui avait voulu par testament que cet hospice soit exemplaire. Donc vous voyez, la première réalisation française, c'est dans un hospice. Donc vous voyez, c'est un système pavillonnaire minimum, avec donc 2 pavillons de part et d'autre, la chapelle dans l'axe, un petit jardin au milieu, et toujours cet espace entre les pavillons en fonction de la hauteur des bâtiments. Puisqu'il y avait une règle qui avait été définie, qui va évoluer d'ailleurs. Il fallait que l'espace entre 2 pavillons soit toujours supérieur à 1,5 fois la hauteur. Donc vous voyez, c'est ça qui détermine les jardins. Et ça, on ira plus loin, parce qu'à un moment donné, on dira qu'il fallait au-delà, que c'est au moins 2,5 fois. C'est pour vous montrer à quoi ressemble donc cet hospice, que là encore, c'est pourtant pas très loin d'ici, mais que je n'ai jamais visité. Vous voyez, hôpital néoclassique très simple, qui a commencé en 1834. Donc je précise 1834, donc 10 ans avant l'hôpital Lariboisière, qui est considéré comme le parangon de l'hôpital pavillonnaire. Mais c'est vrai que ce n'est pas un hôpital, en l'occurrence. Alors, à peu près dans les mêmes années, Scipion Pinel, qui est le fils du célèbre Philippe Pinel, définit ce qui sera le modèle hospitalier asilaire français pendant pratiquement 100 ans. Donc vous voyez, il reprend en fait l'idée de Tenon avec une nuance qui est assez importante pour la fonctionnalité, c'est-à-dire que vous voyez de part et d'autre, donc vous voyez les 2 alignements de pavillons, et au centre, donc vous avez un jardin avec la chapelle, le bâtiment d'administration, la cuisine, le bâtiment des bains, la lingerie, etc. Donc vous voyez, je crois que je l'ai dit dans l'ordre, j'ai vérifié hier soir. Donc vous voyez, donc vous avez un axe central, vous avez donc les bâtiments fonctionnels. Et alors par contre, ce qui est intéressant dans le plan de Scipion Pinel, qui publie dans son livre en 1936, c'est que vous observez que, et ça on l'a fait pendant très longtemps, on distingue dans les asiles trois catégories de malades, suivant qui payent plus ou moins ou qui ne payent pas du tout. Et vous voyez que à l'extérieur, vous avez de minuscules pavillons avec des jolis petits jardins d'agrément. En fait, ça, c'est les gens qui payent le plus, la première classe. Donc eux bénéficient de jardins individuels et les autres n'en bénéficient pas. Alors ce modèle, donc, qui est défini par Pinel, sera ensuite repris par Maximin Parchappe, qui l'appellera même système asilaire français, tellement il a été prégnant donc dans la culture française, parce qu'il y a des petites distinctions par rapport au système allemand et britannique. Alors à peu près dans ces mêmes années-là, puisque Guillaume Ferrus est nommé inspecteur des asiles d'aliénés auprès du ministère de l'Intérieur en 1835, on s'aperçoit, après une visite en Angleterre, que les malades mentaux indigents, donc ceux qui bénéficient finalement des conditions de vie les plus dures, et normalement qui travaillent, guérissent mieux que les autres. Donc, Guillaume Ferrus en conclut que finalement c'est la paresse qui donc pérennise la maladie mentale. Donc à la suite de ça, il préconise le développement du travail pour tous les aliénés, donc dans les asiles d'aliénés. Et les premières statistiques étant extrêmement favorables, tous les asiles d'aliénés, notamment ceux qui n'en avaient pas, achètent des fermes pour permettre donc ce travail au champ. Et dans un asile privé, qui est l'asile des frères Labitte à Clermont-de-Loise, qui deviendra ensuite l'asile départemental quand il sera racheté par le conseiller général, fonde la première colonie agricole en France. Donc vous voyez, non seulement on développe le travail en achetant des terres autour des asiles d'aliénés, mais dans certains cas, on achète une ferme à part qui devient donc un centre où sont regroupés en général les asiles d'aliénés tranquilles. Donc, quoi ? Ah oui, voilà.
Donc, je vous montre un exemple qui est un peu plus tardif. Donc, c'est l'asile de Villévrard qui est ouvert donc sous Napoléon III. Donc, vous voyez très bien que, vous avez une ferme, vous voyez, qui est comme la fondation, c'est 1864, je crois. Donc, vous voyez, la ferme est prévue dès le départ dans l'asile. Alors là encore, j'ai évoqué avec le plan de Sillon-Pinel le fait que les malades riches dont la famille payait pension bénéficiaient donc de jardins d'agrément. C'est pour vous montrer donc le pensionnat de l'asile de Villévrard, donc vous voyez, avec donc des tracés sinueux d'allées autour des massifs de gazon ou arborés qui permettent donc de déambuler pour les malades mentaux, donc qui payent la plus forte pension. Alors, en même temps, je vous ai dit qu'on crée des colonies, donc, dont la première est celle de Fitzjam, qui est créée par l'asile de Clermont-de-Loise, et l'asile donc de Vaucluse fait un petit peu la même chose, mais là c'est avec une destination spécifique, c'est uniquement pour les enfants idiots. Donc, vous voyez, c'est donc la colonie agricole de Perret-Vaucluse. Alors, je vous ai dit que les asiles d'aliénés étaient en fait tous issus du plan de Scipion-Pinel qui est publié en 1836. Et c'est vrai qu'en Allemagne et en Angleterre, avec des petites différences, les aliénés suivent à peu près le même schéma. Et on s'aperçoit, dans toute l'Europe, que finalement ces institutions asilaires pour lesquelles on avait mis les plus grandes promesses ne tiennent pas leurs promesses. C'est-à-dire qu'en fait, les malades se pérennisent, ils restent des années, voire des dizaines d'années donc sans sortir des asiles. Donc on se demande, est-ce que c'est pas l'asile lui-même qui est générateur de maladies? Donc le mouvement commence en Angleterre avec John Connolly, qui dit, c'est même la conception de l'asile qui est, disons, que source de ces dérives. Donc, changeons l'asile. Donc, il préconise la suppression des grilles, des serrures, des sous de loup, tout ce qui peut faire appel à la contention. Et en Allemagne, on va beaucoup plus loin et on imagine faire un asile d'aliénés qui ne ressemble pas à un asile. C'est-à-dire que les pavillons ne sont pas symétriques, il n'y a pas d'allée centrale, et même l'architecture doit être différente d'un pavillon à l'autre. Ce qui est appelé donc asile-village, dont je vous montre le plus ancien exemple, en tout cas bâti de novo, qui est donc l'asile de Galkhausen, excusez-moi, je n'ai jamais fait d'allemand, en Allemagne. Donc vous voyez, tous les pavillons sont dispersés autour d'allées sinueuses, donc qui évoquent un jardin anglais. Et pour que le malade puisse se repérer à l'intérieur, c'est pour ça qu'on appelle ça asile-village. Donc les médecins aliénistes allemands disent qu'il faut en fait recréer quelque chose qui soit un peu sécuritaire au centre de l'asile. Donc on crée une place centrale dans laquelle se trouve la chapelle qui prend la place de l'église du village, le bâtiment d'administration celui de la mairie, et la salle des fêtes celui du théâtre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle asile-village, mais quelquefois on emploie le terme d'asile-parc. Vous voyez, donc, oui. Et alors, en Allemagne, c'est répandu très largement. Donc là, vous voyez un exemple que j'ai pu trouver par une carte postale. Donc c'est Rouffach, qui est construit en 1906, à l'époque où l'Alsace-Lorraine a été bien sûr dirigée par le Reich allemand. Donc vous voyez cette disposition, ces pavillons qui sont dispersés autour d'allées sinueuses et autour de parterres arborés. En France, on ne fait rien. Alors, je n'ai pas de certitude à ce sujet, mais il est très probable qu'en fait l'animosité franco-allemande après la guerre de 1971 fait que les aliénistes français semblent avoir refusé le système allemand. Ce qui fait qu'il y a un seul... Ah oui, attendez, là j'ai interverti des photos, c'est pas très grave. Oui, dans ce mouvement de contestation du système asilaire, un asilaniste français qui s'appelle Marie reçoit une bourse d'études pour faire un voyage en Écosse, qui était à l'époque une des régions du royaume britannique qui était très en avance pour le soin des malades mentaux. Il en revient avec un rapport qui est à l'origine des colonies familiales du centre de la France, de Dun-sur-Oron notamment, donc que je vous montre ici.
mais qui était, si vous voulez, qui était construit uniquement pour les aliénés de la Seine. Aucun autre département n'a fait de colonie familiale. Il y en a eu 3 principalement, et là encore, c'était pour permettre à des malades tranquilles de ne pas être enfermés dans une structure asilaire. Alors souvent, ils étaient placés dans des familles d'agriculteurs qui les aidaient à faire des travaux au champ, et on pensait comme ça, ils iraient mieux. Alors, je reviens donc à l'asile village. Donc, en fait, en France, un seul asile est bâti sur le système village. C'est celui de Fleury-les-Aubrais, qui est construit par donc sous l'égide du directeur de l'asile James Renaud et qui est ouvert donc en 1913. Donc, vous voyez, vous avez toujours ce même système. C'est en bord de la forêt d'Orléans. Je l'ai visité il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez des pavillons dispersés dans un parc arboré, avec au centre le bâtiment d'administration. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une chapelle, là, je ne me rappelle plus très bien. Donc vous voyez, parce qu'on était quand même après la séparation de l'Élysée et de l'État. Alors parallèlement, le département de la Seine-et-Marne fait un projet de construction d'asile suivant le même principe de village, mais malheureusement, il y a un grand concours d'architectes, des projets magnifiques que j'ai photographiés il n'y a pas longtemps. Oui, ça, c'est une de mes photos prises il y a quelques semaines, parce qu'il n'y a aucun travail qui était fait dessus. Donc, vous voyez, c'est un des projets. Donc, l'adjudication est lancée en juillet 1914. Je vous en dis pas plus. L'asile ne sera jamais réalisé. Donc, vous voyez, c'est un autre projet d'un autre concurrent. Vous voyez donc le précédent ressemble plus au projet allemand, avec une partie centrale et des pavillons autour en formant en arc de cercle, alors que dans le suivant, on est plus, vous voyez, le château de Versailles, vous voyez, un grand parterre rectangulaire et des pavillons parfaitement symétriques répartis autour de ce parterre. Alors, j'ai pris le parti, même je ne dispose pas beaucoup de temps, d'évoquer un peu la tuberculose, dont on a parlé tout à l'heure. Parce que donc, en Allemagne également est défini ce qui va devenir le moyen thérapeutique du soin en tuberculeux, en l'occurrence, le sanatorium. Alors, ces sanatoriums devaient être bâtis dans des zones arborées, mais à une certaine altitude, et si possible, avec des forêts de pins. Parce qu'on a cru, on l'a dit, même si c'est une bêtise, et finalement le monde entier a pensé que c'était une vérité, c'est qu'il fallait que les tuberculeux bénéficient des émanations balsamiques, donc des forêts de pins. Donc, vous voyez, donc on construit donc les premiers sanatoriums. Le premier étant, c'est maintenant en Pologne, en Silésie. C'est en 1859. Et donc les tuberculeux devaient se promener, mais de façon très réglée. C'était faire pas plus de quelques centaines de mètres tous les jours, faire des pauses sur un banc, respirer bien, profiter du bon air de la montagne. Et donc, en France, là encore, en raison de l'animosité franco-allemande, il y a eu très très peu de sanatoriums bâtis avant 1914, et c'est avec la loi donc de 1919 que les sanatoriums se répandent. En partie d'ailleurs grâce à l'aide de la commission Rockefeller. Donc je vous montre une histoire de propagande. Donc vous voyez, il faut vivre au grand air, dormir la fenêtre ouverte. Il y a toute une série de cartes postales, de timbres qui sont éditées à ce moment-là dans ce but. Vous voyez que certains constructeurs de sanatoriums font même des affiches publicitaires. Donc là, vous voyez, ça c'est une affiche publicitaire pour le sanatorium du plateau d'Assy à Passy. C'est juste en face du Mont Blanc. Donc non seulement il y avait des forêts de pins, des émanations balsamiques émanassant de ces pins, mais en plus il y avait la vision merveilleuse du Mont Blanc qui permettait de redonner du moral aux tuberculeux. Alors ça, c'est une carte postale de propagande, toujours sur le plateau d'Assy. Donc vous voyez, donc c'est un chalet qui sera réalisé avec des petites différences. Donc vous voyez, on vit au grand air, on vit dans des chalets, donc on vit dans une architecture donc néo-régionaliste, ce qui permet un peu d'adhérer au mode de vie campagnard, tout au moins le croit-on. Alors ça va être réalisé. Donc vous voyez, le sanatorium de Pracoutan est construit à partir de 1924 par deux architectes, Aristide Daniel et Lucien Bechmann. Or, Lucien Bechmann est l'architecte de la Fondation Rothschild, à Paris, avec des fonds divers, des fonds privés. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares cas où j'ai trouvé le nom d'un architecte paysagiste
qui intervient pour la répartition des chalets. Donc c'est René-Édouard André, vous savez, qui est cette dynastie d'architectes paysagistes, qui est un des plus grands architectes paysagistes donc du XXe siècle. Enfin, vous voyez, donc on a un plan d'Édouard André, et malheureusement, dans mon foutoir informatique, je n'ai pas réussi à le retrouver, alors que l'administration de Pracoutan, qui possède le plan original, me l'avait envoyé par messagerie. Mais vous pouvez me faire confiance, il existe. Alors on est allé très loin dans ce genre. Donc, vous voyez, on a construit donc principalement des sanatoriums en haute et moyenne montagne. Donc à Passy, après Pracoutan, on a construit 15 grands sanatoriums, ce qui en fait une des plus grandes concentrations de sanatoriums au monde. Dans le Jura, donc à Hauteville, on en a construit à peu près 50. Toujours sur les mêmes erreurs, on peut dire, de jugement, puisqu'en fait, on n'a jamais fait la moindre statistique prouvant que d'être soigné à 1000 mètres d'altitude, on s'en trouvait mieux. Et même certains médecins français en ont douté et l'ont écrit, mais n'ont pas été entendus. Donc, vous voyez, ça, c'est Hauteville, où il y a eu entre 40 et 60 sanatoriums construits. Celui que je vous montre, donc, c'est Béligneux, qui a été construit à l'initiative donc du docteur Dumaret, qui en 1900 a lancé la station donc d'Hauteville, qui a été sans doute avec Berck-sur-Mer, donc sur la Manche, les deux plus grands centres au monde par le nombre d'établissements pour tuberculeux. Alors Berck, c'était les enfants, donc le traitement marin. Donc le traitement de la scrofule notamment et de la tuberculose, donc comment ça s'appelle, excusez-moi, là, osseuse, c'est ça. Et donc pour la phtisie, donc la tuberculose pulmonaire, donc Hauteville. Et à Berck comme à Hauteville, il y en avait à peu près 50-60 d'établissements. Alors celui-là a été construit en 2 temps. Hein. Il est abandonné d'ailleurs, hein, vous voyez, donc paysage arboré, une belle mare artificielle au premier plan. Et on est allé très loin dans le genre, puisque là, au sens propre, quelquefois en rigolant, on dit qu'il faut construire les villes à la montagne, à la campagne, mais là, on a vraiment construit une ville à la campagne. Donc, un médecin très proche des milieux communistes, qui s'appelle Robert-Henri Hasman, a réussi à convaincre les milieux politiques et notamment obtenir la somme énorme de 60 millions de francs du Parlement pour construire la cité sanitaire de Clervivre, dont je vous montre là le plan masse, vous voyez, avec des dizaines et des dizaines de pavillons pour tuberculeux. Chaque pavillon devait recevoir une famille, c'est des pavillons doubles, donc chaque pavillon pouvait recevoir donc 2 familles. Donc l'idée était de réunir donc la famille avec le tuberculeux, parce que l'inconvénient du sanatorium, ce qui fait que des gens ne voulaient pas se faire soigner, c'est qu'ils ne voulaient pas s'éloigner de leur famille, ce qui était assez normal. Et Hasman avait conçu quelque chose un peu en autarcie, c'est-à-dire qu'il y avait également une thérapie par le travail, mais un travail qui n'est pas trop fatigant. Donc il y avait plusieurs usines, il y avait notamment une imprimerie, il y avait des choses comme ça. Donc et ça a été construit. Mais par contre, le programme de plusieurs centaines de pavillons n'a pas été mené à terme, et en fait, on n'en a construit que la moitié. Mais en fait, ça fonctionnait très très peu de temps, pas plus de 2 ou 3 ans, parce qu'à cause de conflits divers, tout a capoté, et cette cité sanitaire de Clervivre, qui est unique au monde, a failli finalement disparaître, et finalement, elle était, je crois, protégée au titre de monument historique il y a quelques années. Alors là, je reviens un peu sur les hôpitaux, parce que moi, je bouscule la chronologie, mais malheureusement, comme je parlais à la fois des asiles aliénés, des hôpitaux et des sanatoriums, là, je reviens un petit peu en arrière à l'hôpital Boucicaut, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, l'hôpital Boucicaut est sans doute le nec plus ultra de l'hôpital pavillonnaire. Bâtiment en rez-de-chaussée, pavillon espacé de 2,5 fois leur hauteur, donc des jardins répandus, donc des jardins très vastes donc entre ces pavillons. En plus, pour moi, j'ai une certaine émotion de montrer ça, parce que j'ai été externe à l'hôpital Boucicaut dans le service du professeur Villain, qui est un personnage très haut en couleur, d'ailleurs. Et donc, j'étais même, vous voyez, dans le pavillon, tout à fait, le deuxième en partant du centre, vous voyez, qui était le service de chirurgie de la main. Et donc, alors ce qui est extraordinaire, c'est dommage, j'ai pas pu vous montrer une photo de ça, c'est que toutes les normes d'hygiène avaient été respectées. Grande hauteur de plafond pour que les miasmes s'élèvent, puisqu'il y a 8 mètres de hauteur de plafond dans les salles. De grands jardins entre les pavillons. Mais qu'a fait l'administration ?
cet hôpital était prévu pour 130 malades. En moins de 20 ans, il y en avait dans les 450. C'est-à-dire qu'effectivement, les pavillons étaient largement aérés, mais les malades étaient entassés dans les salles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 30 malades, il y en avait 90. Vous voyez, donc vous voyez comme quoi l'hygiène avait des normes très strictes, mais l'administration ne le respectait jamais. Alors, en fait, l'hôpital Boucicaut est inauguré en 1897. Il est célébré par toute la littérature mondiale comme ce qu'on pouvait faire de mieux en matière d'hygiène. Et c'est à partir de là, mais avec une architecture moderniste, qu'est construit l'hôpital Grange-Blanche à Lyon, donc qui est commencé en 1910. Alors, ce qui est intéressant dans Grange-Blanche de Lyon, c'est qu'on a repris les principes de l'hôpital Boucicaut, mais avec des petites nuances. Vous voyez, par exemple, on a eu l'idée de bâtir les pavillons de contagieux, que vous voyez donc sur une terrasse en haut, avec une bande, séparée par un talus des pavillons de malades. Et ce talus, on le dit très bien dans les textes, ce talus arboré servait à empêcher les miasmes de passer des pavillons des contagieux aux pavillons de médecine et de chirurgie. Et alors, ce qui est intéressant dans le cas de l'hôpital Grange-Blanche, c'est qu'on connaît tous les détails de la conception, puisque c'est le seul projet d'hôpital qui a été soumis à l'Académie de médecine. Il y a eu de grands débats à l'Académie de médecine, dont le rapport fait plusieurs centaines de pages, et tout a été discuté dans le moindre détail. Je dirais même qu'on a été jusque... Vous voyez, par exemple, on a ergoté sur le fait que certains endroits des pavillons faisaient 2 étages, et donc on ne respectait pas la norme de 2,5 fois la hauteur entre donc les pavillons, mais seulement il y avait 1,8, je crois, un truc comme ça. Alors là, je reviens aux asiles de la lignée, excusez-moi. Je vous ai dit que le milieu asilaire avait refusé l'asile village et qu'il y en avait un seul construit en France. Et à cause de ce refus donc des médecins aliénistes et surtout des inspecteurs qui étaient donc en poste ministère de l'Intérieur, c'est les inspecteurs qui étaient Julien Régnier et Jean Lausier conçoivent un système asilaire qui est différent du système village allemand. Donc vous voyez donc là le plan masse qui est l'avant-projet, et le rapport avec le jardin est le suivant, c'est qu'ils ont eu l'idée de faire les pavillons en V. Ce qui fait que comme les pavillons sont répartis en V, au lieu d'avoir une seule face de la cour jardin donnant sur la campagne, il y en a 2, ce qui était une petite amélioration. Donc, ce qui veut dire que dans les années 25-30, où l'asile a été construit, Ravenel, c'est dans les Vosges, hein, c'est sur la commune de Mirecourt. Il y avait toujours cette idée que la campagne, la vue de la campagne était médicatrice. Alors, l'asile de Ravenel est construit. Il a servi d'ailleurs d'hôpital militaire américain parce qu'il n'était pas terminé en 1939, donc après 1945. Et il y en a un second construit sur le même principe, qui est donc Lannemezan. Alors Lannemezan, ce qui est, sans vouloir faire de rime, ce qui est assez amusant, c'est que donc c'est un système du même genre, donc hôpital en V, ce qui est appelé hôpital par zone, avec 2 architectes différents, mais la même conception, puisqu'en fait c'est un des cas où vraiment c'est l'inspecteur qui a défini le modèle asilaire. Ce qui est assez amusant, c'est que dans les années 60, a été instauré à Lannemezan, j'oublie le nom du psychiatre qui dirigeait l'établissement à l'époque, finalement d'instituer en grand le théâtre, le travail à titre thérapeutique, mais pour décorer l'asile. C'est-à-dire qu'en fait, vous trouvez à Lannemezan des lacs artificiels, des ponts japonais, des cabanes qui ne servent à rien, des nains de jardin. Enfin, vous voyez, c'est un exemple tout à fait extraordinaire, qui a été d'ailleurs critiqué par l'époque, parce qu'il y a quand même certains aliénistes qui rigolaient de ça. En tout cas, le médecin aliéniste qui dirigeait avait donc le soutien du ministère de la Santé, donc il avait des crédits en veux-tu en voilà pour continuer donc à utiliser ce type de travail qui donc soignait les malades et en même temps décorer leur cadre de vie. Alors tout à fait en même temps, donc Paul Sivadon reprend l'idée de l'asile-village, donc on dit qu'il n'était pas réalisé en France, et il définit à Genève, avec un psychiatre britannique, le plan type donc d'asile-village. Donc vous voyez, vous avez le village A, le village
B, le village C, avec une répartition qui dépend en fait de la maladie mentale. C'est-à-dire qu'en fait, dans un certain cas, on met les agités, dans un autre, on met les malades qui viennent hospitaliser, donc qui nécessitent un traitement actif, donc efficace, etc., etc. Et donc, Paul Sivadon réussit, donc, grâce à la MGNEN, à traduire donc ce plan type donc à La Verrière, où lors d'un colloque il y a 15 jours, j'ai appris par un des directeurs de La Verrière qu'en fait ce plan-là, que je pensais purement théorique, avait été réalisé à La Verrière à quelques détails près, parce que je ne connais pas le site. Et donc, dans la foulée de Sivadon et de l'hôpital village, des quantités je vais finir là-dessus. Des quantités donc d'asiles-villages sont construits en France. Donc voilà, je vous montre celui de Saint-Lizier. Et ce qui est assez amusant, c'est que les asiles-villages sont construits en France, donc avec cette notion de nature thérapeutique, dans les années 60-70, alors qu'est mis en place la sectorisation qui, à très court terme, condamne l'asile-village. Et je terminerai là-dessus. Donc vous voyez à quel point, sur à peu près 150 ans, il y a eu cette espèce de croyance que la nature et le travail étaient bénéfiques pour la maladie mentale. Alors évidemment, je dirais que la nature, le travail, ça paraît vraisemblable. La nature, j'en doute fort. Mais merci, non, je crois que susciter des réactions, c'est parfait. Non, mais je crois que c'est des choses à la fois qu'on sait pas, comme tout à l'heure sur les antibiotiques et tout ça. Là aussi, c'est une histoire et puis un présent. Si j'ai une seconde, je donnerai une suite aussi. J'ai peut-être pas précisé que vous êtes non seulement médecin, mais chercheur, ou en tout cas travaillez au patrimoine dans le Pas-de-Calais. Hein. Oui, après conseil régional. Voilà. Oui, le hasard a voulu qu'après mes études de médecine, je passe et réussisse le concours de conservateur du patrimoine. Voilà, comme quoi, du jour au lendemain, alors que je travaillais comme infirmier de nuit, je me suis retrouvé dans un service du patrimoine. Et c'est pour ça que mon ministère de tutelle m'a demandé de travailler sur l'histoire des hôpitaux en France, puisque je suis le seul médecin dans un service du patrimoine. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas connu M. Villain, mais on l'entendait dans le poste assez régulièrement. Et effectivement, comme vous dites, haut en couleur. Très théâtral. Voilà. Nous avons pas beaucoup de temps, mais si vous avez une question, deux questions, et puis les couloirs après, parce que là, il y a toute une richesse quand même d'informations. Oui, moi je voulais juste dire un petit mot. Donc, il y a eu un temps encore précédent, ce que vous avez raconté. Par exemple, moi j'ai commencé mon internat en psychiatrie à l'hôpital qui s'appelle maintenant Esquirol, qui était l'ancien asile Charenton, où là il y avait des cours fermés, des jardins fermés qui permettaient que les patients ne s'échappent pas et puissent sortir même quand ils étaient dangereux, très malades, etc. Ce qui était quand même, par rapport à ce que vous avez dit de la nature, très intéressant. Parce que quand vous êtes avec des patients très agités, très difficiles, dans ce qui a été fait par exemple à Paris de la reconstruction de Maison Blanche, ce qui a effectivement de gros avantages que les patients de Paris n'aillent plus à Neuilly-sur-Marne se faire hospitaliser, mais qui sont dans des conditions très urbaines où il n'y a absolument pas d'espace et où donc il n'y a pas du tout de possibilité de soit regarder les arbres, soit de marcher un peu, soit de s'aérer. Et c'est très difficile et je pense que c'est quand même... c'est quand même en tout cas une difficulté pour les soins à ces patients-là. Alors volontairement, je ne vous ai pas parlé des conceptions esquiroliennes qui sont très bien connues pour deux raisons. C'est qu'il y a des écrits. Il y a le rapport de 1918 qui est publié en 1919, mais il y a également dans ses écrits de 1938, il en reparle, il modifie le texte de son premier rapport, et en plus il y a une réalisation exacte à Rouen, puisqu'en fait l'asile de Saint-Yon, qui est le premier asile français qui a commencé en 1821, est une exacte transposition des conceptions d'Esquirol. Mais si je n'en ai pas parlé, alors, en gros je vous dis c'est très simple. La conception esquirolienne, c'est des pavillons en forme de U qui sont fermés mais ouverts architecturalement. C'est-à-dire qu'en fait le quatrième côté est une galerie à jour.
Je pense que c'est un petit peu ce qui a été mis en œuvre plus tard à Charenton. Mais si vous voulez, c'est par contrainte de temps que je n'en ai pas parlé, parce que simplement sur la notion d'ouverture dans les asiles d'aliénés, je pourrais vous en parler pendant 1 heure. Voilà. Notamment les sauts de loup, par exemple, qui est un talus qui est en pente brutale, qui se termine par un mur, ce qui fait qu'on voit la campagne derrière, mais on ne veut pas y aller. Vous voyez, c'est l'enfermement sans la notion d'enfermement. Je remercie Madame Ruet-Ferreri. Je vous redonne la parole tout de suite. Nous sommes lentement mais sûrement en train de prendre du retard, comme il est de bon ton. Il y aura des retours sur ces questions demain dans les ateliers, notamment avec le docteur Ferré, auquel je passe néanmoins la parole. Vas-y. Oui, effectivement, l'atelier dans lequel je prends exactement le même thème, seulement pour dire une chose sur... c'est un peu bref d'avoir expliqué la place des hôpitaux, des asiles ou des hôpitaux en général. Simplement, vous avez repris un terme typiquement foucadien de Foucault pour dire que c'était pour les éloigner et ne pas embêter les gens dans les villes. Je trouve cette simplification incroyable. Ce n'est pas vrai. On a cherché, il y a eu un moment, on a cherché véritablement par ces asiles à les rendre humains, c'est-à-dire avec des possibilités de vie et d'expansion, dont le travail, et c'est pas sûr que le travail des malades mentaux soit une rigolade, ça peut être très intéressant. J'ai jamais dit. Ah ben si, en disant que c'était les faire travailler, ça va les guérir. Bon, on sait que ça suffit pas. Mais d'un autre côté, ça aboutit effectivement à la suppression de ces parcs et jardins maintenant, justement, dans les hôpitaux actuels, qui est la question dont je traiterai demain, en disant c'est la mort des jardins, c'est-à-dire qu'en urbanisant totalement les établissements maintenant, eh bien, on aboutit à la mort des jardins, ce qui n'est en rien un progrès. Voilà, on ne va pas engager de débat parce que ce sont des questions. Je m'autorise un mot à titre personnel, là, puisque l'exposé précédent, celui-ci, on voit comment des erreurs d'aujourd'hui peuvent générer des erreurs de demain. Et dans les établissements de la tuberculose, donc première moitié du 19e, moi qui ai fait de la pédiatrie, à quoi ils ont servi quand il n'y a plus de tuberculose dans les sanatoriums? Il y a eu beaucoup de déplacements d'enfants pour d'autres motifs. Et là, c'est le problème de la distance. Alors, la question n'est pas de savoir si la nature est bonne ou pas pour eux, mais l'éloignement, c'est pas formidable. Voilà, le très grand éloignement quelquefois. Hein. Et il y a des établissements qui existent encore aujourd'hui, et aussi pour des adultes, d'ailleurs, de longs séjours, à plusieurs centaines de kilomètres de leur base familiale, sociale, etc. Donc c'est une parenthèse, pardonnez-moi.